Bonjour à tous, merci de suivre votre émission Business Matin. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes sur notre plateau en compagnie de M. Kyo André, qui est formateur et consultant. Il est là pour nous parler d'un séminaire de formation sur la création, le montage de projets et la recherche de financement. Bonjour, M. Kyo. Bonjour, Marie-Josée. Merci d'être sur notre plateau. C'est vous, remercie. Voilà, vous êtes là pour nous parler d'un séminaire de formation que vous allez organiser. Voilà, c'est quoi ce séminaire de formation? Quel est ce thème, le thème de ce séminaire-là? Oui, le thème spécifique, c'est stratégie de création d'entreprise, montage de projets et recherche de financement. D'accord, voilà. D'accord. Et quand ça aura lieu? Le 11 juillet 2015, de 8h30 à 16h30. Le lieu? À l'île d'adresse formation sur le Cocody Centre. Voilà. D'accord. Nous allons un peu nous intéresser, hein. Nous allons un peu aller en profondeur. Quel est l'objectif que vous visez en organisant ce séminaire-là? Mais aujourd'hui, dans tous les pays africains, et spécifiquement en Côte d'Ivoire, on parle d'entrepreneuriat. C'est la solution. Voilà, c'est la solution parce que les fonctions, je l'ai déjà dit, la fonction publique est le plus grand pourvoyeur d'emploi en Afrique, ne peut plus prendre tous les demandeurs d'emploi, parce que les diplômés sont nombreux. Et ensuite, les entreprises privées ne peuvent plus, les entreprises privées publiques ne peuvent plus prendre aussi. Donc, c'est limité. Aujourd'hui, ce qui reste aux jeunes étudiants ou à tous les diplômés, même à ceux qui ont un emploi, mais c'est créer leur propre entreprise. Et puis, je voudrais me préciser que c'est une nécessité impérieuse pour l'Afrique parce que, à ma connaissance, tout le monde veut aller à l'émergence, mais il n'y a pas un pays qui est devenu émergent, les fonctionnaires. Le respect des fonctionnaires, il régule l'administration, il régule les entreprises, il régule tout le monde. Mais les pays ne peuvent devenir émergents qu'avec un tissu industriel, économique, d'opérateur économique. Donc c'est ça. Il faut que la plupart des jeunes, les jeunes s'intéressent donc à l'entrepreneuriat. Voilà. Ok, donc quelle cible vous visez? Mais la cible, je l'ai déjà dit, c'est les jeunes étudiants, les jeunes qui sont diplômés, qui sont à la maison, qui ne savent pas trop quoi faire. Et puis ceux qui travaillent, on le dit souvent, le salaire ne suffit pas. Et donc, on peut donc créer une entreprise pour se prendre en charge. Et même ceux qui sont retraités, ils peuvent créer une entreprise. C'est isolé en Europe. Ceux qui sont retraités, ils vendent leur expérience. Voilà. Par exemple, un ancien policier qui est à la retraite, à 55 ans, mais à part de 55 ans, il est encore actif, il est solide. Et il est beaucoup plus expérimenté. Il peut créer par exemple une société de gardiennage, une société de formation, je ne sais pas, management. Donc ils peuvent, je dis c'est ici en Europe. Et donc les gens qui sont à la retraite, ils peuvent créer une entreprise, les jeunes aussi peuvent créer une entreprise, les femmes. Mais la question est de savoir comment créer l'entreprise, où trouver l'idée. D'accord. D'accord, vous visez les jeunes, vous avez dit votre cible, les jeunes, sont les jeunes, tout et tout. Mais je vous dis que un séminaire, ce n'est pas gratuit, donc ce n'est pas forcément les jeunes peut-être en quête d'emploi que vous visez. Donc vous visez peut-être d'autres cibles. Non, j'ai parlé des gens qui sont à la retraite, donc ils sont plus jeunes. Voilà. Voilà, donc c'est sur ce genre de personnes ils sont plus jeunes, donc tous ceux qui veulent créer une entreprise. Voilà. Ceux qui étaient derrière, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui nous trouvent en cabinet et disent, mais M. Kyo, j'ai tel montant, je vais créer quoi? Voilà, donc il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne savent pas quoi faire. Qu'ils viennent, on va leur montrer la voie à suivre. C'est eux. Donc les jeunes, puisqu'ils sont plus nombreux, et pour eux c'est plus difficile. Ceux qui sont retraités, ils ont leur pension, donc c'est pas. Mais les jeunes, c'est important pour eux. Mais ceux aussi qui travaillent, ceux qui sont en entreprise et qui veulent créer leur entreprise, qui veulent améliorer leurs conditions de vie, évidemment, ils peuvent venir, nous sommes à leur disposition. D'accord, M. Kyo. On a toujours assisté à des séminaires de formation. Hein. On est sorti de ces séminaires-là, laissés pour compte souvent. Quelle est la particularité de votre séminaire? C'est une très bonne question. Mais ceux qui... ça fait quand même près de 20 ans qu'ils regardent les séminaires en Côte d'Ivoire ici. Hein. Mais les gens savent que les séminaires, lorsqu'on fait le séminaire, il y a tout le suivi. Oui, on suit. On suit. Il y a le répertoire de tous ceux qui participent à mes séminaires depuis longtemps. J'appelle, d'autres ont créé des entreprises, d'autres sont devenus des cadres d'entreprise, mais on les suit. Donc il y a le suivi pour ce séminaire après la formation. On les suit pour les aider à monter l'entreprise.
ceux que l'entrepreneur leur rend visite, mais ça dure 1 mois parce qu'on ne peut pas le faire indéfiniment. Voilà. Donc on donne 30 jours pour suivre. Ils peuvent nous appeler comme au téléphone, par mail. On leur donnera toutes les informations possibles. Et donc, vous serez à leur côté jusqu'à ce qu'ils créent leur jusqu'à ce qu'ils créent leur entreprise. Mais il y a des délais limités parce qu'il y a des gens qui vont, après le séminaire, oui, mais il faut le dire. C'est cela. Ils peuvent aller s'asseoir et puis ils attendent 1 an pour dire non, j'avais fait le séminaire, il faut revenir. Ça, on le fait, mais il faut pas aller jusque-là. Donc, quand on dit le faire, comme on dit ça déjà, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, quand on fait le séminaire, immédiatement, il faut commencer déjà à créer son entreprise. Il y a des gens qui ont les moyens qui ne savent pas créer leur entreprise. Ils ne savent pas comment faire. Et il y a des gens qui ont les moyens, mais ils ne savent pas monter le projet. Ils ne savent pas comment monter un projet. Et même il y a des jeunes qui viennent, mais ils ne savent pas monter le projet. On leur donne 1 million. On leur demande d'envoyer un business plan, un plan d'affaires. Mais ils ne savent pas monter le plan d'affaires. Et quand ils viennent en cabinet, on leur prend 10%. Minimum, c'est 5%. Quand c'est long, c'est 10%. Ça dépend des projets. Donc, quand ils veulent monter un projet de 10 millions, on lui prend 1 million, mais il n'avait pas 200 000. Comment peut-il payer 1 million? Donc, ils sont bloqués. C'est ce qui bloque aujourd'hui l'État, même l'État qui donne l'argent. Mais les jeunes, on leur dit envoyez vos projets, mais qui monte le projet? N'est-ce pas? Ils ne savent pas monter le projet. Donc, ceux qui veulent avoir l'argent et le financement de l'État, mais ils sont obligés qu'ils viennent faire la formation avec nous. À partir de ce moment-là, ils peuvent déjà monter leur projet même à 90% d'efficacité. D'accord. D'accord. Vous pouvez donner un peu le programme de ce séminaire-là? Qu'est-ce qui va entrer en ligne de compte? Non, ce qui va entrer en ligne de compte, la première partie, c'est, moi, il dit 2 grandes parties. Je vais préférer les grandes parties. De 8h30 à 12h30. Mais c'est le séminaire qui a commencé. Parce que le séminaire va durer combien de temps déjà? 8 heures. 8 heures, ok. Oui. D'accord. 8 heures. 8 heures non-stop. Okay. Il y a 1 heure de pause parce qu'il faut qu'ils mangent. Okay. Voilà. On a déjà tout réservé avec les restaurants VIP. On est quand même à Côte-d'Ivoire, c'est les restaurants VIP. Et puis voilà, il faut bien manger. Mais en plus, c'est 1 heure. On n'est pas venu pour manger. J'ai déjà fait des séminaires. Les gens ont dit, mais non, pourquoi vous avez donné à manger? Ça nous a perdu le temps, il fallait continuer. Mais il faut qu'ils mangent un peu quand même pour avoir un peu de force. Voilà. Donc il faut manger, ça ne sera pas les plats trop lourds, mais des plats qui peuvent leur permettre d'être éveillés, d'être conscients pour continuer la formation l'après-midi. Voilà. Et de l'après-midi, j'ai invité des banques, des microfinances, pour vivre de certains opérateurs économiques qui sont des exemples, qui vont dire, pratiquement pas la plupart des jeunes qui créent une entreprise, on peut avoir 50 peut-être jeunes, c'est des jeunes entrepreneurs, ils pensent que quand on a une entreprise, on devient déjà très riche. Donc ils s'achètent des grosses voitures, ils achètent des meubles trop chers, ils ont ces ordinateurs trop chers, donc ce n'est pas le plus important en fait. Donc on va leur dire, mais en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'être vu, un peu de matu vu. Est-ce que vous pensez pas que c'est important? Mais le matu vu, ça ne marche pas en entreprise. Vous allez demander à n'importe qui a créé une entreprise, si tu suis le matu vu, comme on le dit à Côte d'Ivoire, le boucantier, tu ne peux pas créer une entreprise. Mais c'est le chef d'entreprise, il doit montrer qu'il est chef d'entreprise. Mais un chef d'entreprise, ce n'est pas un fanfaron. Mais un chef d'entreprise, il a le minimum quand même. Non, mais c'est ça. Oui, pour une bonne question, en fait, quand tu as créé une entreprise, c'est comme le planteur de café cacao. Quand on dit on est planteur, est-ce qu'on est riche immédiatement? Non. Il faut suivre les étapes. Voilà. Mais c'est ce qu'on va leur dire, il faut suivre les étapes. Mais les gens brûlent les étapes. Il y a plus de... Donc en fait, ça rattrape après. Ça rattrape forcément. Mais on dit souvent, il faut commencer petit pour devenir grand. Mais ceux qui commencent grand, ils finissent petits. C'est pas compliqué. C'est la loi de la nature. C'est vrai, M. Kyo. Voilà, M. Kyo, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur de ce livre-là, de la recherche de l'emploi à la création d'entreprises. Voilà, et ce livre-là renferme beaucoup de bonnes choses que vous allez apprendre aux participants de ce séminaire, n'est-ce pas? Et j'ai retenu quelque chose dans ce livre, les étapes de la création d'une entreprise. Citez-nous 2 étapes. Ah, mais ça, c'est Juste 2 étapes. Juste 2 étapes. La première étape, c'est le rêve. Mais le rêve, à ne pas confondre avec, je ne sais pas, l'utopie. Mais voilà, mais le rêve, il faut que le rêve vous angoisse. C'est ça. Quand ça vous angoisse, par exemple, une dame qui veut créer une entreprise de location de robes de mariée, par exemple. Mais quand elle marche dans les quartiers, elle ne doit voir que ça. Mais quand tu dois voir qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles ne font pas. Surtout, qu'est-ce qui leur manque. Peut-être qu'elles font des belles robes, mais l'accueil, ce n'est pas ça. Peut-être qu'elles ont des robes, mais la location, c'est trop coûteux. Ou bien, voilà, donc ce n'est pas le prix. Forcément, il y a des gens qui préfèrent acheter les choses chères, mais dans des endroits où on les respecte. C'est ça. Où ils sont en sécurité. Alors donc, si la dame même elle fait moins cher, parce qu'on le dit, il y a des véhicules qui coûtent pas cher, mais ce n'est pas les véhicules les mieux vendus dans le monde. Il y a des voitures qui coûtent plus cher, les gens payent. Donc chaque marchandise a son client. Voilà. Mais donc il faut faire l'étude, l'observation et
Donc déjà, la première, je vais pas aller dans les détails, mais dans la première partie, déjà, il faut avoir le rêve. Et le rêve doit vous angoisser. Et à un moment donné, quand ça vous angoisse, évidemment, ça devient comme une grossesse. Et quand on est enceinte, on accouche. Et quand on accouche, donc ça devient l'idée. D'accord. Mais l'idée ne suffit pas. Il y a des jeunes, quand ils viennent dire, non, moi, il y a un projet. Je lui dis, ouais, le projet, non, moi, il veut créer tel. Je dis, non, mais quand tu veux que c'est pas. L'idée ne suffit pas. L'idée commence à germer quand tu montes ça dans un projet qu'on appelle le plan d'affaires. Donc, tant que l'idée n'est pas dans un plan d'affaires, ce n'est pas un projet. Donc, les gens confondent idée et projet. Projet, oui. Voilà. Très souvent, ça se. Voilà. Il n'y a qu'un pas, hein. On confond ça très souvent. On confond souvent, mais ce n'est pas juste. L'idée, ce n'est pas le projet. Le projet, c'est quand c'est rédigé dans un plan d'affaires depuis le promoteur jusqu'au au plan financier, le plan marketing, le plan commercial. Tout ceci, ça fait pas du bloc. Donc, c'est une boussole, le plan d'affaires. Lorsque vous cherchez un financier, mais il va dire, mais voilà, c'est ça, c'est ce que tu veux faire. Puis ça vous permet déjà de voir, d'étudier. Comme il le dit souvent, il y a des gens qui veulent créer. Il dit, non, moi, il veut vendre le riz à Yopougon parce qu'il y a telle catégorie d'ethnie qui est à Yopougon, donc il mange le riz. Ce n'est pas un projet. Il mange le riz, il mange quel type de riz? C'est le riz local, c'est le riz importé. Et même dans le riz importé, il y a plusieurs types de riz. Donc il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à manger, à quelle fréquence, à quel prix ils sont prêts à payer. Sinon, tu peux mettre de l'argent et puis ça ne marchera pas. D'accord. D'accord. Monsieur Kyo. Oui. On sent que vous êtes très passionné par ce sujet-là. C'est vrai, non? Et les participants là seront vraiment servis. Ceux qui vont participer à ce séminaire-là. Mais ce n'est pas que vous avez demandé la particularité. D'accord. Donc, allons-y. C'est vrai, on donne le livre de la recherche d'emploi à créer une entreprise qui est le support de cours. Aujourd'hui, on ne donne plus les fascicules. C'est le livre, le consultant. Quand on est consultant, on a écrit un livre. Donc, il leur donne le livre qui est le support de cours et c'est vendu à la librairie. Et donc, il leur donne ça, c'est gratuit. Donc, et ensuite, il y a le suivi, évaluation. Donc, on les suit sur une période déterminée et ensuite, on va inviter les banques. Ça, c'est une particularité de ces séminaires-là. Et ensuite, il y a des projections de films. Des films sur ceux qui ont réussi. Comment ils ont fait pour réussir? Des témoignages. Des témoignages. Mais comment on peut réussir, par exemple, à partir de l'idée déjà? Si tu réveilles le matin, dis-moi, dans ma famille, on ne réussit pas. On ne réussit pas, mais tu ne réussiras pas. Personne ne te maudit, mais c'est ça. Donc, parce que les pensées deviennent des faits. Et il faut savoir que l'énergie coule où l'esprit se trouve. Donc, quand tu dis tu ne réussis pas, tu ne réussiras pas. Donc, il y a des paroles qui peuvent être des freins à la réussite. Il faut qu'ils regardent ces genres de films-là pour tirer les conclusions et puis à organiser leur vie. Donc, c'est un séminaire, c'est en 8 heures, mais c'est un séminaire coup de poing. Et quand ils sautent, ils sont opérationnels. D'accord. En tout cas. D'accord. Merci, M. Kyo, d'être passé sur notre plateau. Et c'est déjà la fin. Voilà. Déjà. Voilà, déjà. Un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent. Mais j'invite tous ceux qui nous suivent et qui ont commencé à appeler depuis hier. Je les invite à venir, c'est à l'île d'Adresse Formation, après ça de Cocody. Et voilà. À Abidjan. Abidjan, oui, c'est Abidjan. Il y a des gens qui m'ont appelé de Gabon et même du Mali et du Congo. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas y arriver pour l'instant. S'ils sont intéressés, mais qui nous invitent, mais pour l'instant, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est dit à Côte d'Ivoire et pour les autres. Peut-être le Mali, le Burkina, on peut y arriver, mais le Congo, c'est un peu plus loin. S'ils veulent nous inviter, on viendra là-bas. Pour l'instant, on est en Côte d'Ivoire. D'accord, voilà. Merci M. Kyo pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Nous serons très ravis de vous revoir encore ici bientôt. Mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons terminé avec M. André Kyo. Et nous passons maintenant à notre deuxième rubrique et nous serons tout à l'heure avec M. Lodamas. Restez avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, M. Lo nous a rejoints sur notre plateau et nous sommes à la rubrique décryptage. Avec M. Lo, aujourd'hui, nous allons parler du capital risque. Bonjour, M. Lo. Bonjour, madame. Voilà, merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, je vous rappelle que M. Lo est spécialiste des marchés financiers. Il est aussi journaliste à PME Magazine. M. Lo, comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous intéresser au capital risque aujourd'hui. Oui. Voilà. Qu'est-ce que le capital risque pour nos téléspectateurs? De façon simplifiée, on peut dire que le capital risque est une opération financière à travers laquelle un investisseur entre dans le capital social
d'une société, il reste quelque temps dans ce capital-là et il ressort après de ce capital en cédant ses parts, en cédant donc ses actions à un investisseur ou même à l'entreprise ciblée. Donc, il entre dans le capital, comme je le disais, il ressort du capital quelques années après en revendant un peu plus cher ses parts et il réalise ainsi des plus-values. D'accord. Donc, voilà un peu, de façon simplifiée, comment on peut résumer une opération de capital risque. Mais je veux préciser aussi, parce que en fait, le capital risque fait partie des ramifications du capital investissement. Donc, le capital investissement a 3 ramifications principales. On a le capital risque lorsqu'il s'agit d'investir dans le capital d'une entreprise qui est en phase de démarrage. Ensuite, on a le capital développement qui consiste à investir dans une entreprise qui est en phase de croissance. Et on a le capital retournement qui consiste à prendre des parts dans une entreprise qui a besoin de se voir financièrement redressée. Vous comprenez? Donc, le capital risque est spécifique aux entreprises qui sont en phase de démarrage. D'accord, des entreprises naissantes, on va dire. Exactement. Ok, d'accord. Donc, quelle est la cible? Oui, en termes de cible, les investisseurs qui pratiquent le capital investissement ciblent beaucoup plus les sociétés anonymes. D'accord. D'accord. Donc, ce sont les sociétés anonymes, mais je précise, ce sont des sociétés anonymes qui ont un fort potentiel de croissance. Donc, en même temps que l'investisseur cherche à intégrer le capital de ces sociétés, il regarde également la performance, j'ai envie de dire, future de cette entreprise. Donc, le volet fort potentiel de croissance est un critère très important lorsqu'un investisseur veut intégrer le capital d'une entreprise en pratiquant donc le capital risque. D'accord. Et nous voulons savoir quelle est la différence entre le capital risque et le prêt bancaire classique. Oui, il y a quand même une nuance. C'est vrai que ce sont des opérations de financement, mais le prêt bancaire classique se différencie d'une certaine façon d'une opération de capital risque. Lorsqu'un entrepreneur va vers une banque classique pour avoir un financement bancaire, la banque donc met à sa disposition un montant et l'investisseur, l'entrepreneur est censé rembourser ce montant sur une certaine période, ce qu'on appelle l'échéance. Et chaque fin de mois, pratiquement, l'entrepreneur paye ce qu'on appelle les intérêts. D'accord. Les intérêts en fonction du taux d'intérêt qui a été fixé au préalable lorsque la banque accordait le financement à cet entrepreneur. Donc, voici un peu comment se déroule un financement bancaire classique. À la différence d'une opération de capital investissement, d'une opération de capital risque, pour être plus précis. Voilà. Donc, en termes de capital risque, l'entrepreneur accueille au niveau de son capital l'arrivée d'un investisseur. Cet investisseur a désormais, il acquiert désormais un pouvoir de décision. Cet investisseur met à la disposition de l'entreprise un certain montant financier. Et cet investisseur-là aussi a droit aux dividendes que l'entreprise va distribuer chaque fin d'année. En fin d'exercice, il a droit aux dividendes. Et cet investisseur aussi prévoit sortir du capital de cette entreprise-là au bout d'un certain temps. D'accord. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a un pouvoir de décision qu'on acquiert, il y a un plan de sortie qui est prévu, ce qui n'est pas le cas au niveau d'un prêt bancaire classique où vous bénéficiez juste du financement de la banque, mais la banque n'intervient pas dans le système de gestion de l'entreprise. Alors que le capital investisseur devient totalement, fait désormais partie du staff managérial de l'entreprise. Il prend part aux différentes décisions, il bénéficie des dividendes et il influence totalement même la politique de développement de l'entreprise. Donc, c'est vrai que ce sont des opérations de financement, mais il y a tout de même une nuance entre le prêt bancaire classique et le financement par capital risque. C'est comme si vous gérez peut-être à deux une entreprise. Voilà, justement. C'est-à-dire le capital investisseur devient le capital risqueur. Le capital risqueur. Oui, en fait, on fait un peu cette confusion parce que le capital risque, comme je le disais, est un volet du capital investissement. Le capital risque est une formule de capital investissement. Donc, en parlant du capital risque, quand on parle du capital investissement, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas précis. Voilà. Donc, en clair, celui qui pratique, l'investisseur qui pratique le capital risque
acquiert un pouvoir de décision et il participe à la gestion de l'entreprise. Il devient donc copropriétaire de l'entreprise. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Lo. Voilà, et quels sont les avantages pour les investisseurs et puis les entreprises concernant le capital risque? D'accord. Lorsqu'une entreprise accueille un investisseur qui pratique le capital risque, l'entreprise va bénéficier d'un gros financement généralement. Parce que ceux qui pratiquent le capital risque sont généralement des investisseurs, des fonds d'investissement, des banques d'affaires, etc., qui ont une forte capacité de financement. Donc c'est une affaire de gros sous, comme on le dit de façon terre à terre. Au-delà de ça, lorsque cet investisseur arrive, il vient avec son réseau relationnel. Il vient avec son réseau d'affaires et il fait bénéficier à l'entreprise de son expérience en tant qu'investisseur. C'est ça. D'accord? Alors que lorsque la banque vous donne un financement bancaire classique, elle met juste l'argent à votre disposition, mais j'ai envie de dire, vous vous débrouillez totalement pour pouvoir faire tourner votre... Alors que là, quand il s'agit de capital risque, il est disponible pour apporter son expérience en termes de management. Il est disponible aussi pour apporter tout ce qui est réseau relationnel, réseau d'affaires, etc. Et tout cela va bénéficier donc à l'entreprise en question. Mais le revers de la médaille, c'est que lorsqu'une entreprise accepte un capital, quelqu'un qui pratique le capital risque, très souvent, cette opération financière est accompagnée d'un montage juridique assez poussé. Et donc, lorsque les choses ne sont pas bien ficelées, on se rend compte très souvent, lorsque le capital investisseur veut sortir du capital, on assiste très souvent à des procès, à des incompréhensions, etc. Mais tout cela est d'abord stipulé sur il y a des contrats, il y a des contrats, mais je veux dire que pour mettre en forme ce genre de contrat, cela nécessite une forte expérience juridique, de fortes compétences donc au niveau juridique. Et très souvent, il y a des incompréhensions malgré toutes les balises qui sont mises. Il y a très souvent des incompréhensions, des problèmes d'interprétation d'articles. Et une opération de sortie du capital se solde souvent par des incompréhensions, des procès, etc. Donc il y a un volet, il y a un montage juridique souvent compliqué qui accompagne une opération de capital risque. Ensuite, il y a aussi le risque de baisse du pouvoir de décision de celui-là même qui, j'ai envie de dire, le créateur de l'entreprise. Voilà. Parce que l'investisseur qui pratique le capital risque apporte un financement et en fonction de la hauteur, de la dimension de ce financement, il acquiert également un pouvoir de décision. Donc, si vous ne faites pas attention, vous, en tant que créateur de l'entreprise, vous pouvez totalement vous faire absorber par le capital investisseur. Vous pouvez voir le capital risqueur. Vous pouvez le voir totalement dénaturer la vision de votre business. Vous pouvez être finalement mis en minorité parmi les personnes qui prennent des décisions stratégiques. Et donc, si vous ne faites pas attention, votre entreprise, en tant que créateur, votre entreprise donc, peut vous échapper et se retrouver totalement pilotée par l'investisseur qui pratique donc le capital risque. Donc, il faut faire vraiment très attention. Voilà, il faut faire très attention. Il faut faire attention surtout à la formule du montage juridico-financier qui est mis en place. Et l'autre difficulté que je peux relever aussi, c'est-à-dire, lorsqu'à l'initiative, vous allez rédiger le contrat, il peut être mis, il peut être précisé dans le contrat qu'au niveau de la sortie, lorsque le capital risqueur va sortir du capital, l'entrepreneur, c'est-à-dire le créateur de l'entreprise, a l'obligation de racheter les parts du capital risqueur. Donc, si cette clause-là est mentionnée dans le contrat à l'initiative et que 5 ans après, le capital risqueur veut sortir du capital, le créateur est donc censé racheter les parts. Et si jamais, au bout de 5 ans, le business ne s'est pas retrouvé rentable, vous allez racheter les parts du capital risqueur à un prix beaucoup plus important. Et si l'entreprise n'était pas rentable, cela va donc constituer une sorte de perte financière pour vous. Et cela sera un gros coût pour l'entreprise. Évidemment, évidemment. Donc, il peut y avoir des difficultés de rachat des parts du capital investisseur au terme lorsque ce dernier va vouloir sortir donc, du capital. Donc, on peut dire, monsieur, l'investisseur, il sort toujours gagnant.
Parce qu'en vendant ses parts, il vend toujours à un coût élevé, et il sort toujours gagnant, même si le chef d'entreprise ou bien l'entreprise perd, lui, ce n'est pas son problème. Non, ce n'est pas évident. Parce que, bon, quand je parle de revendre ses parts au créateur de l'entreprise, ça c'est une clause parmi tant d'autres. Mais à l'initiative, vous pouvez, dans le contrat, stipuler que, en dehors du créateur de l'entreprise, le capital risqueur est censé revendre ses parts à un autre investisseur. D'accord. Et lorsque le capital risqueur va se retrouver sur le marché financier pour revendre ses parts, s'il a du mal à retrouver quelqu'un qui va racheter ses parts, ça devient compliqué en fait. Parce que vous croyez en ce business, mais si les autres acteurs du marché n'ont pas confiance en l'entreprise ou bien n'ont pas la même lecture du marché que vous avez vos parts en main, mais vous n'avez pas de personne à qui céder ces parts-là. Donc, de cette façon-là, le capital risqueur peut se retrouver aussi perdant, peut se retrouver en face, enfin, peut ne même pas trouver des repreneurs lorsqu'il s'agira de céder donc ces titres-là. D'accord. Donc là également, ce n'est pas facile à son niveau. D'accord. Et puis, lorsque l'entreprise aussi fait faillite ou bien il ne s'attend pas à ce que l'entreprise peut-être à une certaine période tombe ou fait faillite, lui aussi perd. Voilà, ça dit que si par exemple vous injectez de l'argent, vous en tant que capital risqueur, vous injectez de l'argent dans cette entreprise et que 5 ans après cette entreprise fait faillite, vous perdez et le créateur de l'entreprise perd également. Donc l'avenir n'est vraiment pas garanti d'office. Il va falloir se battre, il va falloir être compétent sur le marché parce que ce n'est pas évident, les plans de sortie ne se réalisent pas forcément. Donc il va falloir faire très attention. D'accord, d'accord. Vraiment, merci M. Lo pour toutes ces informations. Un dernier mot pour terminer. Comme dernier mot, c'est que le capital risque est une activité qui prend de l'ampleur. À travers le capital risque, les entreprises en création, les entreprises qui amorcent une phase de démarrage ont l'opportunité d'avoir des financements, ont l'opportunité donc de réaliser leurs rêves. Mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes, il y a certaines difficultés qu'on a eu à relever qui montrent qu'au plan juridique, il va falloir faire très attention. Au plan fiscal également, les dispositions ne sont pas encore trop parfaites en Côte d'Ivoire et en Afrique sur comment réguler même cette activité-là de capital risque. Donc il y a encore beaucoup à faire, il y a certains défis qui se présentent. Mais à l'analyse de cette situation, nous pensons que le capital risque est une activité qui a beaucoup d'avenir et qui a encore d'énormes défis à relever. D'accord, merci encore M. Lo. C'était M. Lo Damas qui nous parlait du capital risque. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur Business 24 Africa.